nous survolons les contreforts des Andes et nous approchons de l'une des découvertes archéologiques les plus mystérieuses jamais mises au jour. Le long d'une crête rocheuse du Pérou, votre regard peut être attiré par une anomalie. On dirait qu'une moto gigantesque a parcouru la montagne en y imprimant la trace d'un pneu. Pourtant, plus l'on s'en approche, moins cette impression tient. Ce que vous découvrez est bien plus déroutant. Des milliers de cavités creusées dans le sol, suffisamment larges pour accueillir un ballon sauteur. Elles sont si nombreuses qu'elles se déploient en plusieurs alignements sur le flanc de la montagne. En vous plaçant près de la première excavation, il vous serait impossible d'apercevoir la dernière à l'horizon. Ce site porte le nom de Monte Sierpe. Durant des décennies, les scientifiques ont été incapables d'en déterminer la fonction. Aujourd'hui, toutefois, le mystère semble levé. Il est peu probable que vous en deviniez la nature, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains ont imaginé une succession de fosses longues, d'environ 1600 mètres, creusées par une civilisation extraterrestre pour communiquer avec l'espace. D'autres y voyaient des aménagements réalisés par des peuples anciens, afin de recueillir l'eau de pluie. Une autre théorie évoquait un dispositif fiscal utilisé par quelques grandes nations. On a aussi supposé que des géologues les avaient creusés pour capter la condensation du brouillard, ou que des agriculteurs s'en servaient pour cultiver. Peut-être s'agissait-il de tranchées destinées à la défense lors d'attaques ennemies, ou bien de tombes. Cette étrange succession présente de fortes similitudes avec un géoglyphe. Ce sont de vastes figures tracées au sol, visibles depuis une grande hauteur. Ils sont réalisés en retirant la couche superficielle de la terre, puis en disposant des pierres ou en plantant des arbres sur la surface dégagée. Monte Sierpe est donc vraisemblablement un géoglyphe, mais d'un type inhabituel. Il ne s'agit ni d'un motif ni d'un dessin, seulement d'une ligne traversant un relief montagneux. Dès lors, quelles hypothèses formulez-vous? Examinons cet ensemble de plus près. Cette bande de trous a été repérée pour la première fois en 1931 par le photographe aérien Robert Chippy, ce qui montre que ces excavations existent depuis longtemps. On en compte environ 5 à 6 000. Certaines sont creusées dans des monticules de terre, tandis que d'autres entaillent directement la roche. Cela indique que leurs auteurs ne se souciennent guère de la qualité du sol. Il est donc peu probable que ces fosses aient servi à l'agriculture. S'il s'était agi de sépultures, des restes humains y auraient été découverts. Or, rien de tel n'a été mis au jour. De surcroît, leur profondeur est insuffisante pour correspondre à des tombes. Il faut donc écarter l'idée d'une construction réalisée par des habitants d'une autre planète, car, soyons sérieux, cette hypothèse ne tient pas. Qu'est-ce que cela pourrait être alors? Une ligne défensive ou des repères destinés aux voyageurs? Si des archers avaient tiré depuis ces cavités, ou si l'on y avait entreposé des armes, des traces évidentes auraient à subsister. Or, rien de tel n'a été observé. Aucun indice ne témoigne de combat ou d'affrontement. Pourtant, quelque chose devait bien s'y trouver. Des objets, peut-être. Oui, les chercheurs ont découvert des traces de maïs et de plantes sauvages, utilisées pour le tressage de paniers. Conservait-on ici des paniers remplis de maïs? Pas exactement. Il semble plutôt que les fosses aient été garnies de ces végétaux, puis utilisées pour stocker du maïs et d'autres biens. Cela évoque une sorte de vitrine. Des centaines de personnes venaient de creuser des trous et y déposer leurs marchandises, tandis que des milliers d'autres passaient pour choisir ce qu'elles souhaitaient. Et s'il s'agissait d'un ancien supermarché ou d'un centre d'échange où ces fosses faisaient office d'étagères, nous sommes désormais bien plus proches de percer ce mystère. Oui, ces fosses étaient creusées afin d'y déposer des biens et de les mesurer. Une fosse de maïs, une de coton, une de piment. Il s'agissait d'un système de mesure utilisé à la place d'unités comme le kilogramme. Toutefois, ce dispositif n'était pas destiné au commerce. Pour comprendre pleinement ce qui se déroulait en ce lieu, il faut déterminer avec précision l'emplacement de ce marché, le siècle de sa construction et les populations qui y vivaient. À proximité de Monte Sierpe, les archéologues ont également mis au jour les vestiges d'entrepôts appartenant à la civilisation Inca. Des fragments de poterie permettant de situer leur utilisation autour du XVe siècle. C'est précisément à cette époque que les Incas ont conquis le peuple Chincha, une population précolombienne installée sur la côte sud-ouest de l'actuel Pérou. Et c'est au XVe siècle que ces Chinchas ont rencontré les Incas.
Les Incas formaient un peuple amérindien qui avait édifié un empire colossal bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Leur territoire s'étendait sur les régions correspondant aujourd'hui au Pérou, à l'Équateur, à la Bolivie, au Chili, à la Colombie et à l'Argentine. Cette civilisation était réputée pour son organisation, mais aussi pour la construction de vastes réseaux routiers et de cités monumentales. L'empire Inca a existé du milieu du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, avant d'être vaincu par les conquistadors espagnols. L'ensemble devient plus lisible. Les Incas sont arrivés sur le territoire Chincha et l'ont soumis. Mais les ont-ils contraints à creuser ces fosses? Pour éclairer ce point, observons l'environnement immédiat. À proximité de Monte Sierpe se trouvait un important centre administratif Inca. Non loin des fosses, les Incas avaient également aménagé une route qui y conduisait. C'est très probablement dans ce centre que se déroulaient les négociations, les échanges, le calcul des bénéfices, ainsi que la redistribution de nourriture et d'autres biens. Les Incas ne disposaient pas de monnaie au sens où nous l'entendons. Ils n'utilisaient ni pièces ni billets. En revanche, ils devaient percevoir un tribut auprès des peuples conquis, ce qui les a conduits à mettre en place un système fondé sur l'échange de biens. La difficulté résidait dans l'évaluation précise des quantités de maïs, de courges, de piments et d'autres produits. Ne possédant pas de balance, ils ont adopté une autre solution, les fosses. Les Chinchas devaient remplir ces trous avec leurs biens, que les Incas vinrent ensuite collecter pour les transporter vers le centre administratif. Il est possible que les fosses aient été attribuées à différentes familles Chinchas, chacune s'acquittant ainsi de son dû envers les Incas. Voilà comment cela se passait. Les troupes Incas, qui comprenaient des gardes, des comptables et des fonctionnaires, se dirigeaient vers le centre administratif. En chemin, ils s'arrêtaient à Monte Sierpe, où des gens avaient déjà étalé leurs marchandises. Les Incas chargèrent alors tout ce qu'ils pouvaient dans des charrettes et ne comptaient leur butin qu'une fois rentrés à leur base. En un sens, c'est à cela que ressemblait le paiement des impôts il y a environ 600 ans. Vous venez ainsi de découvrir la solution à l'un des mystères archéologiques les plus déroutants. Les scientifiques y ont consacré beaucoup d'efforts avant d'en percer le secret. Mais tournons-nous vers autre chose, vers une énigme qui demeure entière pour l'ensemble de la communauté archéologique. Peut-être pourrez-vous élucider le mystère des lignes de Nazca. Inutile de s'éloigner beaucoup de la bande de trous. Ce géoglyphe monumental se situe lui aussi au Pérou. Voici ce que l'on y observe. Plus de 300 formes géométriques, 800 lignes droites et 70 représentations d'animaux et de plantes, appelées biomorphes. Certaines atteignent une taille comparable à celle de l'Empire State Building. Quant à certaines lignes, elles s'étendent sur près de 48 km. Autrement dit, quelqu'un a tracé un géoglyphe si immense qu'il est visible depuis l'espace. Mais qui en est l'auteur? Et surtout de pourquoi? Les scientifiques estiment que ces tracés ont été réalisés par le peuple Nazca, dont l'apogée se situe approximativement entre l'an 1 et l'an 700 de notre ère. Ces lignes ont donc plus de 1000 ans. Bien qu'elles aient été créées il y a très longtemps, leur ampleur et leurs motifs n'ont pu être pleinement identifiés qu'avec l'apparition de l'aviation. Dans les années 1930, des pilotes commerciaux survolant le Pérou ont découvert pour la première fois l'étendue complète de ces géoglyphes. Depuis, leur signification ne cesse d'interroger. Certains ont pensé que ces lignes étaient liées à la cartographie ou à l'astronomie, mais cette hypothèse a été abandonnée faute de preuves. Pour tenter de résoudre l'énigme, il faut considérer l'environnement. La région des lignes de Nazca est extrêmement chaude et aride. Les populations qui y vivaient manquaient cruellement d'eau, ne recevant qu'une vingtaine de minutes de pluie par an. C'est pourquoi de nombreux archéologues avancent que ces géoglyphes seraient associés à des rituels destinés à invoquer la pluie. Sans humidité, la survie y était difficile. Les habitants croyaient que la représentation de certaines créatures mythiques pouvait attirer les précipitations. Toutefois, cette théorie n'a jamais été confirmée. Les scientifiques s'interrogent encore. Et vous, qu'en pensez-vous ?